Ceci est une démonstration en temps réel d'un cycle sans fin de souffrance. Ce moment où tu perds ton équilibre et te retrouves piégé dans tes propres pensées. Tu te focalises sur une seule chose et cette chose t'aspire comme un trou noir. On pourrait croire que c'est juste de l'anxiété classique. Mais en réalité, cette spirale ne se limite pas à des pensées anxieuses ou négatives. Elle peut concerner n'importe quel sujet, même neutre ou même positif. Le vrai problème ici, ce n'est pas le contenu de la pensée, mais son intensité. On va décomposer ensemble ce phénomène. Pas de panique sur les termes compliqués, je vais tout expliquer. Mais avant ça, il faut comprendre une chose. Ce cycle est un effet secondaire d'un fonctionnement cérébral particulier. Il s'agit du cerveau monotropique. Contrairement à un cerveau classique, polytropique, qui jongle facilement entre plusieurs sujets et tâches, le cerveau monotropique plonge à fond dans un seul centre d'intérêt à la fois sans pouvoir se détacher facilement. Vous devinez peut-être où je veux en venir. Ce fonctionnement est très répandu chez les personnes neuroatypiques, notamment les autistes et les personnes avec un TDAH. Mais attention, même si tu n'as pas de diagnostic officiel, ça peut aussi te concerner. Les personnes avec des tendances aux troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, ont souvent un fonctionnement monotropique. Les anxieux chroniques aussi. Même sans être neuroatypique, avoir quelques caractéristiques monotropiques peut déjà te rendre plus vulnérable aux difficultés du quotidien. Parfois, il suffit de 2 ou 3 traits dominants pour compliquer ta vie dès l'enfance. Et si ton cerveau est monotropique, il peut devenir une de tes caractéristiques principales. Voyons maintenant comment il influence le cercle vicieux de la souffrance. Et tout commence par une rupture. C'est quoi exactement une rupture monotropique ? C'est le moment où ton cerveau, qui tire toute son énergie de ses centres d'intérêt, se retrouve déconnecté de son flux habituel. Contrairement à un cerveau polytropique qui peut facilement zapper d'un sujet à l'autre, le cerveau monotropique, comme j'ai déjà dit, n'arrive pas à couper net. Et ça concerne tout. Pas seulement une activité comme lire un livre ou finir un rapport. Si tu es dans une phase de changement de travail, par exemple, toute ton énergie va là-dedans. Tu ne penseras qu'à ça, à l'exclusion du reste. Et ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas de l'anxiété à traiter. C'est juste ta manière naturelle d'absorber et de traiter l'information. Sauf que dans notre monde ultra rapide, adapté au cerveau polytropique, vivre en mode monotropique devient très compliqué. Et c'est là que vient la rupture monotropique. Quand on t'oblige à fonctionner comme un polytropique, ça crée un stress intense qui dépasse tes ressources. Tu finis en surchauffe et tu t'épuises. Et la deuxième étape, c'est un burn-out, mais pas burn-out classique. Ce burn-out-là n'est pas juste une fatigue accumulée. Ce n'est pas juste un trop plein d'émotions. C'est un épuisement total des ressources internes. Et ça ne touche pas que le travail ou les relations toxiques. Ça touche tout. Car ton cerveau n'est pas fait pour fonctionner comme on lui impose. Et ce burn-out détruit chaque aspect de ta vie. Il peut te coûter ton job, tes amis, tes passions, ton indépendance, ta santé mentale et physique. Dans le cas extrême, certaines personnes tombent dans des pensées suicidaires. D'ailleurs, beaucoup le confondent avec une dépression. Mais ce n'est pas toujours une dépression classique. Certaines personnes en burn-out continuent à fonctionner sans sembler épuisées. C'est ce qu'on appelle des formes hautement fonctionnelles, qui passent souvent inaperçues bien sûr. Au lieu de la fatigue extrême, d'autres symptômes peuvent apparaître. Quels symptômes ? Le mode suricate, c'est un état d'alerte permanent où tu es sur le qui-vive. La pseudo-hypomanie, des phases d'énergie intense suivies de crashs brutaux.
et une hypersensibilité extrême au bruit, lumière et interaction sociale aussi. Et l'étape suivante, c'est la spirale monotropique. Quand ton cerveau est bloqué et qu'il ne retrouve pas son flow, il finit par s'accrocher à une pensée unique. Tu tournes en boucle dessus et elle devient un trou noir qui absorbe tout. Tu vois des connexions partout, tu doutes de tout, tu perds pied avec la réalité. À ce stade, les symptômes peuvent ressembler à ceux de la dépression sévère, voire à des troubles psychotiques. Par exemple, déconnexion, réalité, fiction. Confusion entre pensée interne et perception externe. Paranoïa et hypersensibilité au rejet. Parce que l'hypersensibilité au rejet, c'est le trait très répandu parmi les gens neurotypiques, les autistes et les personnes avec TDAH. Mais quand tu as un burn-out et tes limites sont finies, tu peux te sentir cette sensibilité au rejet jusqu'au bout, jusqu'à la paranoïa. Et les émotions instables sont aussi souvent présentes, de l'euphorie à la détresse profonde. C'est à cause de ça, beaucoup d'autistes reçoivent des diagnostics erronés de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Mais est-ce vraiment une maladie ou juste une conséquence du stress chronique sur un cerveau monotropique? C'est une très bonne question. Et alors, comment sortir de la spirale monotropique? Il y a quelques étapes qui peuvent vous aider. Premièrement, il faut trouver un accrocheur, une activité simple et sécurisante pour se replonger en douceur. Par exemple, musique, dessin, organisation des données. Ça peut être vraiment toute activité. L'étape suivante, c'est réduire l'anxiété. Et ici, beaucoup de lifehacks neurotypiques marchent aussi. Par exemple, l'exercice physique, stimulation profonde, couverture lestée par exemple, automassage. Et bien sûr, il faut limiter les stimuli extérieurs. Pas seulement éviter les réseaux sociaux, même si c'est une étape très importante aussi, mais aussi réduire le bruit. Trouver un espace très confortable pour toi. Limiter les communications, même avec tes amis et tes proches. Il faut aussi éviter les choses et les activités qui t'épuisent et qui peuvent provoquer les crises de meltdown, par exemple. Alors, si tu es très sensible au bruit, à la lumière, il faut réduire même les promenades. Ou il faut éviter d'aller au grand magasin aussi. Et c'est très important aussi d'accepter de faire une pause. Il faut arrêter de culpabiliser. Une autre chose qui marche très bien, c'est d'instaurer des routines prévisibles. Créer des repères rassurants, par exemple. Je sais que les personnes autistes font déjà ça, mais alors, même si tu déjà le fais, il faut le faire plus et mieux. Vraiment, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas de demander de l'aide, si nécessaire. Et l'idée principale, n'est pas de lutter contre ton cerveau, c'est de lui donner un espace pour se réguler naturellement.